Et on va se tourner désormais vers la rentrée française des éditions Actes Sud avec 7 romans à paraître. Vous allez le voir, des romans là aussi de très grande intensité avec des enjeux contemporains, de nombreux enjeux contemporains qui sont abordés au fil de ces livres, que ce soit la question écologique, que ce soit le retour de la guerre en Europe, la question des violences portées par le capitalisme et par le néolibéralisme dans nos sociétés, que ce soit la question des crispations identitaires, voilà, des enjeux très très forts, mais qui sont à chaque fois portés par la littérature, par l'écriture, par l'incarnation, vous allez l'entendre avec les écrivains, par des langues notamment, par des constructions narratives qui permettent aussi de mettre en lien le présent et le passé et de mettre en lien l'individuel et le collectif d'une certaine manière. On va commencer tout de suite avec une vraie découverte, un premier roman publié en cette rentrée, et c'est le roman de Clément Camard-Mercier qui s'intitule Le roman de Jeanne et Nathan. Je vais demander à Clément de me rejoindre sur scène. Il doit être quelque part, il est là. Bienvenue à vous mon cher Clément. Installez-vous, oui on peut l'applaudir, je crois que c'est une manière de l'accueillir. Bienvenue à vous, mon cher Clément. Bonjour, merci. Donc, premier roman, effectivement, le roman de Jeanne et Nathan, qui met en scène précisément ces deux personnages qui sont dans le titre et qui ont pour point commun leur addiction à la drogue. L'un est un universitaire qui est spécialiste de la morale dans le cinéma hollywoodien, un grand fan de Steven Spielberg. Et de l'autre côté, ce personnage de Jeanne, qui est une actrice pornographique. On va suivre comme ça, au début du livre, leur destin parallèle jusqu'à la rencontre dans une clinique de désintoxication, et un livre qui dit évidemment ce rapport à l'addiction, à la société de consommation qui devient la société de l'addiction, comme vous le dites vous-même, mais aussi un roman d'époque, un roman d'amour, un roman qui met en jeu tout un tas de sujets de notre contemporain. Peut-être un petit mot, je dis cela, de la société de consommation à la société d'addiction. C'est le déclic du livre, la volonté de l'incarner, cette question-là, dans les deux personnages que vous mettez en scène. Oui, merci déjà pour cette belle introduction. Oui, pour dire rapidement quelque chose de leur addiction à la drogue. Donc, il y a de la drogue dans le livre, ça on va pas vous le cacher. Évidemment, j'ai essayé de décrypter quel était le fonctionnement de l'addiction à la drogue dans le livre. Les deux personnages donc sont des toxicomanes, mais en décrivant ce processus de toxicomanie, c'est-à-dire d'être addict à la drogue. C'était surtout pour essayer de décrire un phénomène, parce que ce dont j'ai envie, en fait, c'est que même des gens qui sont très 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 loin de la drogue, ou qui se croient très loin de la drogue, puissent voir dans ce schème addictif évidemment des comportements qui sont absolument pas forcément liés à la drogue. Comment la société aujourd'hui utilise la manière dont la drogue nous atteint, nous humains, pour consommer évidemment, mais comment on a un rapport aujourd'hui de plus en plus addict, que ce soit à l'amour, aux séries, à la nourriture, à la vie tout simplement. Donc c'est ça qui m'intéressait en fait, c'est comment ce qui avant était propre à la drogue devient commun à toute la vie en fait. Et en même temps, c'est incarné dans des destins et dans des trajectoires qui sont spécifiques et qui sont individuelles. Pour le dire très vite, le personnage de Nathan est addict à la drogue, d'abord parce qu'il s'ennuie et puis parce que ça lui donne une bonne excuse pour ne rien faire, d'une certaine manière, alors que, bien sûr, Jeanne a, elle, une consommation de drogue qui est liée à la dureté et à la violence de son métier. Donc c'est à la fois des trajectoires individuelles et une manière aussi d'inscrire leur destin dans la société. C'est comme ça que vous l'entendez et que vous voyez ces deux personnages. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes raisons de prendre de la drogue, parce que je pense que chacun a des raisons différentes de prendre de la drogue. Et encore une fois, par le mot drogue, je n'entends pas juste toutes les substances illicites décidées par le gouvernement qu'elles sont drogues. Je parle de tout ce qui est drogue pour chacun d'entre nous. Et on a tous des raisons différentes. C'est ça qui est intéressant. Mais finalement, le processus est le même. C'est ça qui m'intéresse. Et j'ai essayé justement de trouver deux personnages qui ont des raisons opposées de prendre de la drogue, et après, en les faisant tomber amoureux, ce qui était intéressant, c'est de voir comment ils allaient se réunir et découvrir que le processus était le même si tout les opposait au début. Alors on va évidemment pas dévoiler ce qui se produit dans la deuxième partie du livre, après la rencontre, mais on peut dire qu'il y a en effet un roman d'amour, un roman presque romantique, pourrait-on dire. Il y a cette douceur-là, et il y a cette manière d'envisager l'amour comme un remède, d'une certaine façon.
Tout à fait, romantique, pas presque, on peut dire romantique, je l'assume complètement. Mais oui, et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont se rencontrer, donc on attend la rencontre pendant une bonne partie du livre. Et quand cette rencontre a lieu, évidemment, l'amour est vu comme un remède, mais sans dévoiler ce qui va se passer ensuite, évidemment, ce n'est pas une bonne solution de voir l'amour comme un remède. C'est-à-dire remplacer la drogue par l'amour est aussi quelque chose qui peut poser problème. Mais l'amour peut être une solution. Après, il faut voir la différence entre solution et remède, mais on verra ça plus tard. On va peut-être pas avoir le temps. Peut-être un petit mot, je disais qu'effectivement, l'universitaire était spécialiste de la morale dans le cinéma hollywoodien. Il y a quelque chose qui est très fort dans le livre, c'est qu'il y a à la fois un côté, disons, culture noble et culture pop, d'une certaine façon. Il y a évidemment Spielberg. Jeanne est une fan de Neymar, hein, le joueur de foot. Il y a ce mélange comme ça, à la fois d'exigence, d'un roman très contemporain, et puis, je pense, cette référence à la culture pop qui vous intéresse particulièrement. Vous pouvez peut-être en dire un petit mot? Oui, enfin rapidement, là c'est purement personnel, c'est-à-dire que j'ai des passions très lointaines qui ne sont pas forcément, qui sont pas forcément, disons, toutes dans le même domaine. Et moi, j'aime mêler des cultures dites basses que je ne considère pas comme basses et des cultures hautes que je considère pas non plus comme hautes. Voilà, vous avez beaucoup de références à Dragon Ball et à Heidegger dans le même livre. Là, vraiment, c'est plutôt un trait de ma personnalité et de ce que j'aime dans la vie. Et surtout, j'aime montrer que ces cultures peuvent plutôt coexister, quoi. Peut-être une dernière chose, parce qu'il me semble intéressant de le préciser. D'abord, dire un mot de la construction, qui est une sorte de compte à rebours. Donc, le jeu de mots est facile, mais vous aviez envie de faire un roman addictif, de travailler sur cette dimension-là? Alors ça, le compte à rebours, oui, puisque les chapitres sont dans l'ordre déchronologique. C'est vraiment un outil c'est vraiment parce que si c'est dans l'ordre déchronologique, on attend évidemment le zéro et on s'imagine qu'il va se passer quelque chose plutôt important à ce niveau-là. Donc c'est vraiment plutôt un processus pour qu'on ait envie de savoir la fin, puisque dans cet ordre-là de compte à rebours, il y a un côté plus addictif, je trouvais justement, que dans un ordre plutôt chronologique. Donc c'était vraiment juste pour jouer avec l'addiction à la lecture que j'ai envie de produire aussi sur le lecteur. Dernière chose, on découvre la vie de Jeanne, et Jeanne, avant de devenir une star du cinéma pornographique, a été escort girl, et il se trouve que l'un des premiers clients lorsqu'elle est escorte s'appelle Clément. Vous aviez envie d'aller poser comme ça une sorte de petit clin d'œil, un petit jalon à l'intérieur de ce livre. Comment vous l'envisagez, ce Clément-là? Sans aucune prétention, parce que le livre commence par une allusion à Hitchcock. Évidemment, il y a l'idée d'apparaître dans le livre, mais c'est surtout, ça a une fonction très importante d'avoir mis Clément. Donc, on se dit que c'est moi, ce n'est pas moi, hein, mais comme il y a écrit Clément sur la couverture, il y a un Clément dans le livre. Le lecteur normalement va faire l'association. C'est qu'il y a un autre personnage dans le livre qui est celui du narrateur ou de la narratrice, on ne sait pas. Et ce qui était très important en créant un personnage qui avait le même prénom que moi, c'était pour que le lecteur et la lectrice ne pensent pas que le narrateur ou la narratrice soit l'auteur. Voilà. Donc c'est comme ça que je me permets simplement de dire il y a un autre personnage qui a une vie, une vision propre, et qui est celui du narrateur ou de la narratrice. Encore une fois, je ne le dirai pas, je ne le sais même pas peut-être. Je vous propose d'écouter un extrait de ce texte, donc le roman de Jeanne et Nathan. Cela sautait aux yeux. Il était comme eux. Il avait voulu croire qu'il était différent, qu'il gérait, qu'il était beau, mais il n'était que l'un d'eux. Assurément. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Nathan se ravisa. Je n'ai rien à voir avec eux, il le pensa. La grande salle commune de la clinique méritait le détour. Insultes, baves et chutes rythmaient les minutes, mais le pire, c'était les cris du drogué en manque. Des hurlements incessants, des plaintes constantes, la douleur solennelle du jugement dernier. Prostré sur sa chaise, Nathan se serrait si fort les oreilles qu'il s'en tuméfiait les tempes. Il ne voulait pas entendre. Je n'ai aucun lien logique avec ces gens-là, cause toujours. Il regarda l'horloge de la salle commune.
12 minutes s'étaient écoulées depuis qu'il était venu s'asseoir. Temps ressenti, 5 heures. Il faisait l'expérience réelle du vide. Pas celui qui apparaît quand il n'y a rien, mais celui qui reste quand on a tout enlevé. La vie sans drogue débutait, bienvenue en enfer. Avant, il pensait qu'il n'était pas toxicomane. Je peux arrêter quand je veux. Que la drogue ne représentait en fin de compte pas quelque chose d'important dans sa vie, qu'il contrôlait tout à fait. Il découvrait simplement qu'il était un drogué parmi les autres, malgré le fait que pour eux, ça semblait plus grave. Quoique. La veille au premier étage, une femme s'était crevé un œil pour que la douleur lui fasse oublier le manque. D'autres s'arrachaient les ongles avec les dents pour ne pas penser au crack. Le grand inquisiteur restait préférable au sevrage. Quand tout s'interrompait, la souffrance, la mort semblaient des issues guillerettes et ravissantes. Ce dont Nathan ne se rendait pas compte, c'était que la drogue constituait son mode de réalité, sa façon d'exister, de dépendre, de vaincre cet ennui où séjournait l'essence même de la vie et qu'il ne devait peut-être pas chercher à fuir. En étant toxicomane, puisque les débouchés collectifs l'avaient abandonné, il essayait juste d'être quelque chose. Il faut bien essayer de vivre quand on n'a plus rien à raconter. Ils avaient décidé ensemble. C'est ainsi que Shérif le rappela à mai, quand il évoqua la perspective du retour dont il le disait en riant auparavant, que l'arrivée d'un second enfant dicterait la date de leur réinstallation à Casablanca, comme si cet enfant-là les arrimait à l'âge des responsabilités. Revenir, donc, dans cette ville où ils étaient nés, avaient grandi le temps d'une enfance qu'ils ne qualifiaient pas encore en quittant Casablanca à 17 ans, sitôt leur bac obtenu. Pas la même enfance, chacun la sienne, avait précisé Shérif avec humour. Toi sur les hauteurs verdoyantes de la colline des Bienheureux, moi dans les dédales de Mère Sultane, pas loin du consulat de France, dans un immeuble habité par des familles italiennes qui avaient laissé partout leur empreinte, dallage noir et blanc et rampes d'escalier en bois arrondi. Moi, libre de vagabonder après les cours jusqu'au parc Murdoch, toi, prisonnière, mon amour, de ce corps, à préserver du regard et surtout des gestes de tous ces hommes dont grouille la ville aux façades lépreuses, lézardées par le temps, splendeur des habitats art déco dont s'enorgueillissent les prospectus touristiques, effondrés souvent, balcons grisâtres envahis d'une maigre végétation, résistante à l'humidité salée et au sillage de gasoil, dont les toxiques émanations font trembler l'atmosphère dorée, maculée de cette crasse odorante qui monte jusqu'aux cieux, déployée sur nos têtes, comme un destin têtu. Tu es un poète ? Avait-elle souri avec malice ? Mais il avait rétorqué, vif, jamais. Les poètes finissent maudits. La ville les dissout, les avale, crachent leurs os disloqués, qui vont rejoindre les carcasses de poissons morts au large du port. Plutôt mourir. Merci Christophe pour cet extrait donc du texte de Yasmine Chamy, Casablanca Circus. Bienvenue à vous ma chère Yasmine, très heureux de vous retrouver pour parler de ce nouveau livre. Les libraires vous connaissent bien sûr, autrice de plusieurs romans aux éditions Actes Sud, notamment Dans sa chair, qui paraît d'ailleurs simultanément en Babel à la publication de ce livre-là. On l'a entendu, la mise en scène de ce couple, May et Shérif, qui sont nés à Casablanca, qui sont partis faire leur formation, si j'ose dire, en France. Elle est historienne, lui est architecte, ils reviennent comme ça à Casablanca
avec la volonté de réinventer ou de porter quelque chose de positif à cette ville. Et puis il va y avoir ce projet de réhabilitation, relogement des habitants d'un des bidonvilles de Casablanca qui va mettre à l'épreuve d'une certaine manière le couple, leurs idéaux et leur fonctionnement. Peut-être un mot d'abord sur le titre, sur cette ville de Casablanca et sur le retour. Vous aviez envie de vraiment travailler autour de cette ville et de le faire avec le regard d'un couple qui revient. Est-ce que c'était pour vous une donnée importante de ce regard porté sur la ville ? Bien, c'est un roman, c'est un titre que j'ai annoncé à Eva Chanet depuis 25 ans. Donc oui, c'est un roman qui a été longuement mûri. Et en fait, je me suis souvent cognée à mon impuissance à l'écrire parce qu'il exigeait quand même, pour moi, une certaine maturité. Parce que Casablanca, c'est une ville monde, c'est une ville du Sud. Et puis, c'est une ville qui n'est pas si lointaine de Paris. Et en même temps, c'est l'autre monde. C'est l'autre visage du monde. Et en même temps, c'est un visage semblable, parce que les avatars de la ville, de son évolution depuis le moment de sa fondation par la tribu Zénète, autour du XIe siècle, et ensuite sa reprise en main au moment de l'ère coloniale, elle renvoie en fait à tous les phénomènes d'urbanisation contemporains et à toute la relégation sociale de ceux qui sont vulnérables dans les grandes villes, en fait, dans les grandes mégapoles telles qu'elles sont organisées aujourd'hui. Donc il y avait en fait des enjeux qui dépassaient largement ce que je pouvais maîtriser plus jeune, et en même temps il y avait le souci de l'inscrire en littérature. Et donc, à travers ces deux personnages qui, je le disais, vont se déchirer autour de ce projet de réhabilitation, relogement, d'autant plus qu'il concerne directement Chérif, qui lui est architecte. C'est aussi une manière de penser les idéaux de la jeunesse et la manière dont, à un moment donné, entre guillemets, la réalité nous rattrape. Vous diriez les choses ainsi ? Oui, bien sûr, dans ce couple, il y a bien sûr le rapport homme-femme. Elle est enceinte aussi, donc elle porte la vie, et c'est une dimension fondamentale du roman, parce que portant la vie, elle est dans la chair, elle aussi, elle est complètement, elle est dans l'incarnation du vivant, de la fragilité, de la vulnérabilité, de ce ventre qui pousse, de son corps qui s'impose à elle, et face à elle, il y a toute la logique d'un homme qui rentre chez lui pour réussir, et qui au départ veut s'inscrire dans une vision que je dirais presque de gauche, c'est-à-dire en fait construire un habitat populaire de qualité, écologique, et puis qui se retrouve pris dans un enchaînement de réalités qui en fait l'éloigne de son projet initial et le condamne à basculer du côté d'une architecture, j'ai envie de dire néolibérale, c'est-à-dire au fond qui écrase les plus faibles pour promouvoir en fait la ville des riches. Et donc le couple, c'est un couple qui s'aime énormément et qui en fait, en vivant en Occident, était lié par le fait d'appartenir au sud du monde. C'est plus facile en fait, on se définit différemment quand on est au nord, parce que on est du sud, donc on est unis, on est du côté de ceux qui sont plus fragiles, plus faibles, alors qu'en réalité ils étaient porteurs de beaucoup de force. Ce sont des gens qui sont privilégiés, qui ont accès à l'éducation, elle est d'une famille extrêmement bourgeoise, extrêmement fortunée. Lui est d'un milieu plus populaire, mais par l'éducation, en fait, il l'a rejointe. Et quand il rentre à Casablanca, ce sont toutes leurs oppositions qui sont mises à nu. C'est beaucoup moins facile, en fait. Alors je l'ai dit, elle est historienne et elle va finalement, pour résister à cela et à la dynamique notamment portée par Chérif, elle va aller sur le lieu, elle va rendre visite, elle va rencontrer un certain nombre de personnages, et notamment un personnage qui est un fan de Nietzsche, qui fera d'ailleurs qu'on appelle ce lieu le bidonville de Zarathustra. Et puis il y a cette très belle citation qui est dans Humain trop humain, je crois, autour de la vie vivante. C'est aussi une ode finalement à la vie vivante, à la résistance, à ceux qui vivent dans ce quartier-là, oui. Les gens de la mer, comme on les appelle. En fait, c'est un bidonville, en arabe on dit Kriyen, parce que pendant la colonisation, les bidonvilles étaient construits autour des carrières de sable, en fait, qui permettaient effectivement d'extraire le matériau qui permettait de construire la ville moderne. Et donc le mot Kriyen, c'est une arabisation du mot carrière. En fait, le plus grand bidonville de Casablanca, c'est le Kriyen central. On l'appelle le bidonville des bidonvilles. C'est de là qu'est partie la résistance aux colons. Et donc, elle découvre ce bidonville au bord de la mer, qui se situe sur un promontoire escarpé et autour duquel est organisé tout le Casablanca contemporain, très bling en fait, de restaurants à la mode internationaux.
Et là, il y a cette espèce de petit amoncellement d'habitants insalubres et des gens qui vivent en fait en face de la mer, avec l'océan. Et c'est leur richesse, c'est cette beauté-là qui est offerte en fait, et pour laquelle ils ne payent pas justement. Et ils ont un lien organique avec la mer et un lien organique avec la vieille Médina. Celle précisément que les colons avaient plus ou moins condamnée parce que c'était un foyer de résistance et que la bourgeoisie nationaliste qui arrive au pouvoir condamne à nouveau à la relégation tous ces habitants-là en fait qui sont les oubliés du développement, qui sont les oubliés de la ville, que May va découvrir, et elle va découvrir les liens organiques en fait qui unissent les habitants du bidonville, qui sont extrêmement vulnérables, et la manière dont ils peuvent survivre en étant là. Or, le recasement prévoit de les rejeter complètement en dehors de la ville, et il n'y aura plus aucun moyen pour eux d'accéder aux lieux où s'organise leur survie. Et donc, elle découvre effectivement d'abord tout le bidonville, mais à travers des personnages auxquels elle se lie. Et donc ce livre est divisé en deux espaces littéraires. D'un côté, la narration, qui est assez omnisciente, et de l'autre côté, les carnets de grossesse de May, dans lesquels elle s'adresse à l'enfant qu'elle porte, et où elle raconte en fait ses rencontres avec les bidonvillois. Dernière chose très rapidement, il y a aussi une dimension historique, si j'ose dire, puisque on pourrait aussi considérer ça comme un roman familial. Il y a un certain nombre de figures de la génération d'avant. Je pense au personnage de Fouad. C'est aussi peut-être une manière de penser l'évolution et une sorte de profondeur temporelle. C'est à la fois une profondeur sociale et une profondeur temporelle, parce qu'en fait, ce sont des mondes dans les mondes. Hein. Casablanca, c'est comme les matrioshkas, c'est-à-dire qu'on enlève une poupée, il y en a une autre à l'intérieur. Et là, en fait, ce sont des mondes sociaux, c'est-à-dire qu'il y a aussi tous les affrontements entre la vieille, j'ai envie de dire, bourgeoisie aristocrate ou aristocratie, dont en fait la légitimité était fondée sur les savoirs et qui était plus globalement au service de l'État. Et puis avec la construction de cette modernité capitaliste néolibérale, en fait, le délitement en fait de la légitimité des serviteurs de l'État au profit, en réalité, des promoteurs privés. Et donc dans la famille de May, en fait, qui est complètement ancrée dans les lieux de pouvoir à Casablanca, il y a l'affrontement de ces légitimités. C'est-à-dire, il y a d'un côté le monde des affaires, et de l'autre côté, le monde des serviteurs de l'État. Donc, que ce soit les médecins hospitaliers, les hauts fonctionnaires, tous ceux qui, en fait, pensent le bien commun. Et en réalité, bien sûr, ça, c'est la ligne de démarcation aussi à l'intérieur des familles et dans l'intimité du couple, ou, disons, autour de ces frontières-là, bien sûr, bidonville, centre-ville, recasement, océan, et puis riche-pauvre, mais aussi, même au sein de la bourgeoisie, en fait, ceux qui sont animés par l'intérêt privé et le profit, et ceux qui, en fait, considèrent encore ce que vivre ensemble signifie. Alors on va s'arrêter sur ces belles paroles. Ça s'appelle Casablanca Circus. C'est signé Yasmine Chamy. Merci beaucoup, Yasmine. Merci. Ça fait un bail que la mer Océane a brisé ses chaînes. Et depuis lors, Mirovia s'épanche pire qu'une larme sur l'ongle d'un pouce. Vous autres, pouce-cailloux, vous avez crapahuté en catastrophe sur vos abricotiers en nous abandonnant ce qui barbotait alentour. Et pour peu que le niveau grimpe encore, croyez-moi, pour rien au monde, je troquerai le ghost contre un cadastre de 4 sous. Quant à savoir pourquoi toute la flotte contenue dans la terre s'est retrouvée d'un coup sur la terre, ça reste un sacré mystère, et chacun y va de sa marotte, de son crowbar et de ses aïeux. C'est comme ça, depuis que la coquille s'est craquelée, depuis qu'elle a rendu les eaux, la garce rincée par les cataractes, depuis qu'elle s'est laissée submerger, anéantir en moins de 2, noyée sous le poids des fluides qu'elle couvait comme une cloque trop tendue, un abcès à solder. D'une portée à l'autre, on se refait l'histoire comme si on en était encore à se demander jusqu'où ça montera. On échafaude, on brode en point de bouclette pour se punir comme on peut. Et quand on disserte de l'inondoir, les ceuses qui geignaient se mettent à branler du chef comme les otaries des eaux froides. Orphelin flottant, on cultive les hypothèses et la repentance. On vaut moins que rien et pire que tout. Rarement mieux. Vous savez, vous? Bien sûr que non.
La mouillante qui fit gonfler les grands fleuves est toujours présente, et les affluents foisonnent, tandis qu'on cherche encore des criques où mouiller nos ancres. Ce qui vous épate, pardi, c'est que le miracle qu'on puisse flottiller encore après tant de cycles à s'infuser le fondement. Ça vous la coupe, avouez. Avec vos grands airs perchés d'espèces supérieures, vous nous reliquez toujours aux lorgnettes comme des zigotos en cavale. Eh bien moi, Blaquet, simple gargouillot du Gosque, je vais vous dire tout ce que vous ignorez encore, pour éclairer vos lanternes et pour faire connaissance, afin que vous sachiez mieux à qui vous avez affaire. La raison discute, pourquoi pas, mais la sagesse écoute, patiemment. Merci. Merci beaucoup Christophe de cet extrait du nouveau livre de Sylvain Coher. Bonjour à vous mon cher Sylvain. Très heureux de vous retrouver. Les libraires vous connaissent également, auteur de 6 romans aux éditions Actes Sud, dont Carénage, dont Nord-Nord-Ouest, plus récemment Vaincre à Rome. Et donc ce livre-là, Étrave, vous nous plongez dans un monde, je ne sais pas si on doit dire le monde de demain, en tout cas un monde où la planète Terre est devenue davantage la planète mer. Après un déluge, la quasi-totalité de la surface de la Terre est envahie par les eaux. Restent ici et là quelques îlots, quelques archipels, et puis un certain nombre d'autres extériens, si j'ose dire, qui naviguent sur des bateaux, et notamment sur ce bateau, le Ghost, où l'on retrouve le personnage de Petit Roux, qui, suite à la mort de sa mère, va essayer précisément de trouver une terre où l'enterrer dignement. Un livre qui porte, comme on l'a entendu, une langue extrêmement forte, avec ce témoignage du personnage de Blaquet, presque une déposition. Peut-être un petit mot sur ce monde-là, le monde du déluge, le monde de la mer. C'est géographique à l'origine, l'écriture de ce livre, c'est cette vision-là d'une terre devenue la planète mer. Comment est-ce que ça marche ? Alors c'est tout simplement le déluge, en fait, le vrai déluge, le déluge biblique. Et en 2015, j'ai fini Nord-Nord-Ouest, donc un roman de mer, et j'ai commencé à accumuler plein de notes sur le déluge. Alors ça allait de Waterworld à la prophétie des grenouilles. La Bible, à tous les grands textes qui parlent comme ça des étendues où il n'y a pas forcément un port à la clé. Et j'avais vraiment envie de construire une histoire autour de cette idée d'étendue d'eau. Mais alors, vous disiez, je ne sais pas si on est dans le futur ou dans le passé, en tout cas moi j'avais envie que ça soit assez atemporel et qu'on soit plus face à l'événement, c'est-à-dire à la montée des eaux, mais alors d'une manière extrême, mais qu'on soit d'hier ou de demain, en fait, qu'on soit confronté juste à cette réalité-là. Oui, vous parlez des références. Il y a tout un tas de références au récit maritime, au grand récit maritime, et il y a presque une notion de roman d'aventure. D'une certaine façon, on suit ce Petit Roux qui est à bord du Balthazar et qui va rechercher effectivement un endroit pour enterrer sa mère. Il y a cette idée aussi de la vitesse, du fait de porter aussi le rapport aux éléments. C'est quelque chose qui est très fort à la lecture. C'est comme ça que vous l'avez envisagé dans l'écriture également ? Alors c'est venu au fur et à mesure, parce que en partant de cette idée du déluge, j'avais pas forcément un schéma ou un scénario ou un plan d'histoire. J'ai l'impression que tout s'est construit un peu au fur et à mesure, quasiment au fil de l'écriture, en étant moi-même le premier surpris parfois et en me disant je suis en train d'écrire un roman d'aventure alors que j'avais juste envie d'écrire un roman de mer sans forcément avoir besoin de personnages. Les personnages sont venus comme ça un petit peu d'eux-mêmes. Et je me suis rendu compte à la fin, non seulement qu'il y a des choses que j'avais pas du tout envisagées et qui étaient présentes dans le livre, qui sont par exemple la territorialité, le fait de rechercher une terre, mais aussi tout l'écosystème, parce que pour écrire ce livre, il a fallu que je me documente dans le peu de documentation que je pouvais obtenir sur que deviennent les écosystèmes s'il n'y a plus la terre. C'est-à-dire les courants, la météo, mais aussi les espèces. Est-ce qu'il existe encore des grands poissons, des petits poissons ? Et du coup, toutes ces choses-là, en fait, se sont construites comme une espèce de fil qu'on tire, et puis à chaque fois, venait nourrir une autre question. J'ai eu l'impression d'aller de question en question.
Et c'est aussi une histoire intime, parce que finalement, la relation étrange qui se noue entre Petit Roux et sa mère, c'est aussi une manière de réfléchir à ce lien-là. Il y a des flashbacks de l'enfance qui reviennent. Petit Roux, il essaye de résoudre les solutions en repensant aux conseils de sa mère. Donc c'est aussi, d'une certaine façon, le livre de la mère, encore une fois un vilain jeu de mots, mais de cette relation mère-fils, et qui donne quelque chose de très intime en parallèle ou en contradiction avec ce que vous venez d'évoquer sur la question de l'écosystème. J'avais même pas pensé à mère, mais oui. Oui. Moi, j'avais une image au début de la construction de ce livre, c'est je voyais un gamin avec sa mère dans ses bras en se demandant ce qu'il allait en faire. Donc finalement, ça s'est construit autour de cette idée-là. Et ce personnage, alors toujours dans ce questionnement, c'est à partir du moment où il y a très peu de terre, c'est-à-dire que les Alpes sont devenues des îlots, les Pyrénées aussi, enfin, on n'a quasiment plus de repères, il n'y a plus que 3 minuscules continents, on est quand même sur une montée des eaux de l'ordre de 800 mètres, donc il ne reste pas grand-chose. Et je me suis du coup posé la question aussi de la survie pour cette partie de l'humanité qui choisit ce qui flotte plutôt que la terre, comment on survit. Et clairement, la question, par exemple, du cannibalisme ou la question des vitamines, la question de toutes les maladies qui sont liées aux carences, m'ont amené à chaque fois à me poser la question comme ça. Donc ce gamin qui se retrouve avec sa mère qui vient de décéder dans ses bras va finalement se mettre en quête d'un bout de terre pour pouvoir l'enterrer dignement. C'est la promesse qu'il lui fait, mais aussi pour qu'elle ne soit pas mangée, tout bêtement. Donc la quête, en fait, arrive avec ce postulat-là. Dernière chose, parce qu'il faut le préciser, on l'a entendu avec la lecture de Christophe, c'est la parole de ce Blaquet, de ce témoin, presque, je disais une déposition, mais il y a presque quelque chose de cet ordre. Et puis la langue qui est la sienne, le lexique, le rythme, l'humour, une forme d'humour désenchanté. Comment est-ce que vous avez pensé, travaillé cette langue-là, puisque c'est évidemment une des choses qui nous saisit dès le début du livre? Alors j'ai fait des essais. Au début, j'étais parti, j'avais envie vraiment de retrouver la tonalité des romans d'aventure du 18e. Donc j'ai fait des espèces de pastiches où ça fonctionnait pas complètement. Et alors d'une manière très intime, il se trouve que moi, enfant, j'ai navigué avec mon grand-père qui m'a appris à naviguer et qui était, comme beaucoup de gens de sa génération ou beaucoup de gens qui peuvent traîner dans les ports, pétri de tics de langage, de chansons, de proverbes toujours détournés. Et finalement, j'ai été convoqué cette langue-là en me disant je ne voulais pas avoir une langue qui nous inscrive dans une période ou dans une époque. Donc finalement, j'ai été chercher du lexique qui peut être très vieux, de l'argot du 17e, de l'argot du 18e, de l'argot du 19e, mais aussi de l'argot du 20e ou du 21e. Et en fait, j'ai fait ça un peu pour une espèce d'exploration de champs lexicaux en allant piocher à droite et à gauche, et puis avec quelques petites truqueries formelles pour arriver à fabriquer une langue où à chaque fois on se demande à quel moment on est finalement dans notre histoire, et qui est pour moi aussi et ça va avec ce microcosme, c'est-à-dire qu'il me fallait une langue particulière pour pouvoir porter ce récit. Et bravo pour la lecture, parce que moi, quand j'essaye de le lire, j'ai un peu du mal, tellement ça frotte, ça grince, et c'est pas forcément évident à lire à voix haute. Mais j'avais envie que même en lecture silencieuse, pour un lecteur, il se passe quelque chose aussi au niveau de cette transmission-là, et que cette histoire-là puisse être amenée par ce personnage de Blaquet, dans une espèce de connivence avec le lecteur. Il faut jouer le jeu, sinon je pense que c'est pas possible. Mais il y a vraiment une espèce de pacte dès le début, d'accepter un lexique qu'on comprend pas forcément toujours, mais l'accepter pour sa poésie intrinsèque, pour les champs qu'elle peut ouvrir. Et c'est valable aussi pour le vocabulaire maritime ou technique. J'avais envie d'avoir ce pêle-mêle-là et d'arriver à tisser quelque chose avec. Eh ben bravo, parce que c'est très réussi. Si vous avez besoin de Christophe Grégoire, vous le prenez dans votre valise pour les rencontres en librairie à la rentrée. Ça s'appelle donc Etraves, c'est signé Sylvain Coher. Bravo à vous et merci beaucoup Sylvain. Merci.
On va enchaîner tout de suite avec le livre d'un auteur qui n'est pas là. Il s'agit de Lionel Trouillot, qui est à Port-au-Prince et qui ne pouvait pas être avec nous. Mais il m'a fait le plaisir et l'amitié de m'accorder un petit entretien que je vais tout de suite envoyer. Vous allez me voir en double, j'en suis désolé. Mais ça vous permettra de découvrir le nouveau livre de Lionel Trouillot qui s'intitule Veilleuse du Calvaire. Bonjour mon cher Lionel. Bonjour. Très heureux de te retrouver pour parler avec toi de ton nouveau roman Veilleuse du Calvaire qui va paraître lors de la prochaine rentrée littéraire chez Actes Sud. On va bien sûr parler de ce personnage féminin, cette veilleuse, cette voix féminine qui en appelle d'autres au fil du roman. Mais je voudrais commencer par le lieu du roman, cette colline du Calvaire que tu évoques. Est-ce que c'est un lieu réel? Est-ce que c'est pour toi une sorte de symbole, d'allégorie aussi de ce qui peut se passer sur ton île en Haïti? Comment est-ce que tu envisages ce lieu-là? À la fois réel et inventé. Il y a plusieurs collines en Haïti avec le nom Calvaire. Il y a le Morne Calvaire, il y a la colline du Calvaire. Donc je les réunis un peu toutes dans cette colline particulière et en pensant à un quartier de Port-au-Prince, le quartier du Bel-Air. Toutes les anecdotes, tous les faits présentés dans le livre, ce sont des faits qui ont eu lieu dans le vaste quartier du Bel-Air, en incluant cette colline dite la colline du Calvaire. Alors la veilleuse, elle parle de cette colline en disant que jadis c'était un lieu idyllique où on retrouvait les oiseaux et les amoureux, et cette colline, elle a été d'une certaine manière transformée en enfer par la violence des hommes, par leur cynisme, par la cupidité. C'est aussi une manière de comprendre ce qui s'est produit globalement en termes de violence et de prédation d'une certaine façon. Le nom même du quartier à partir duquel j'ai créé ce roman et dans lequel se trouve cette colline dite du Calvaire, c'est le Bel-Air. Donc c'était un lieu de villégiature, c'était, quand Port-au-Prince était une ville bien plus petite, c'était un lieu où les gens allaient justement se reposer, voir la nature. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est devenu l'un des lieux les plus délabrés de la ville de Port-au-Prince. Donc en effet, c'est l'histoire d'une dégradation menée par les humains. Menée par les humains. Comme il est dit dans le livre, quand il n'y avait que les oiseaux, c'était un beau lieu. Sont arrivés les humains, et en particulier, je dirais, sont arrivés les hommes par rapport aux femmes. Parce que dans l'histoire de cette montée de la colline, qui est devenue à un certain moment un lieu riche, un lieu, je dirais, d'opulence, et dans sa dégradation, ça a été, on peut dire, une domination exercée par les hommes, par les mâles. Et donc, dans ce livre, j'ai voulu justement faire l'histoire de cette domination et l'histoire de la résistance qui est portée par les femmes. Oui, parce que la voix de la veilleuse, elle porte une forme de résistance. On pourrait dire qu'elle porte aussi une forme de mémoire. C'est une veilleuse au sens strict du terme. C'est elle qui transmet une mémoire, finalement, tout au long du récit. Oui, parce que la veilleuse, elle est aussi lampe. Elle est aussi objet de lumière qui marque un peu de lumière qui permet de voir. Donc il y a l'idée de la mémoire et il y a l'idée de voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai entendu. C'est une sorte de témoin qui traverse toute l'histoire de la colline, mais pas un témoin muet, un témoin qui parle et dont le cri est essentiel non seulement pour elle, mais éventuellement pour nous, lecteurs, pour nous, humains. Au tout début du livre, tu cites Jacques Roumain qui parle des mots de miel qui ne doivent pas s'inscrire dans les livres. Et c'est vrai que ton livre parle de la violence sans concession, avec radicalité. Et pour autant, il y a toujours chez toi cette recherche de la beauté, d'une langue poétique très forte. C'est dans cet entremêlement que se joue aussi la voix de la veilleuse. Je crois qu'il y a dans l'histoire de la littérature haïtienne, des deux littératures haïtiennes, je dirais la littérature écrite et aussi la littérature orale populaire. Je crois que dans la façon même de raconter chez nous, il y a cette intention poétique. C'est-à-dire, le récit est toujours porté par cet élan poétique, ce qui fait que même quand on
décrit les pires laideurs, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'embellissement, pas de la laideur, mais de la possibilité de vivre. C'est-à-dire, le langage n'est jamais réduit à la laideur de ce qu'il donne à voir. Et moi, j'ai voulu être fidèle à la fois à la tradition populaire orale et à la fois à la grande littérature haïtienne écrite, dont pour moi le sommet reste l'œuvre de Jacques-Stéphane Alix. On a parlé de la colère de la veilleuse et tu évoques à un moment donné la question de la colère juste, la nécessité, lorsqu'on a une colère juste, d'armer son bras. Est-ce que tu dirais que toi, en tant qu'écrivain, tu te situes aussi à cet endroit-là, à un endroit de colère ? Non, moi j'essaie d'être le scribe des bras armés. Mais je ne dirais pas, souvent on me demande est-ce ma colère à moi ? Non, je pense que j'essaie d'être un petit témoin de colère légitime et d'attirer l'attention du lecteur, de la lectrice, pour dire là, tu vois, il y a quelque chose de mauvais qui s'est passé, il y a un droit à la colère qui s'exerce et qui se dit. Il y a quelque chose aussi que tu évoques par rapport à cette veilleuse et par rapport au corps des femmes et aux femmes dont tu loues le courage dans ce livre-là, c'est le fait que leurs corps sont à la fois le lieu des offenses et des dénis, mais aussi le lieu des promesses. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la vitalité et d'une forme de vision d'avenir dans le livre et dans la parole de la veilleuse. Ah ouais, mais tu l'as dit si bien, j'ai rien à ajouter à ce que tu viens de dire. Ouais, c'est vrai pour moi que le corps féminin est porteur des douleurs du monde et porteur des rêves du monde, du possible. Et il y a un symbolisme. Là encore, je suis dans la réalité haïtienne. Il y a une femme qui a été une grande danseuse, qui était justement de cette colline, de ce quartier. Et quand on la regardait danser, on disait, tiens, le monde peut être beau. Ouais. Donc, oui, l'idée du corps féminin comme, hélas, ça c'est la réalité, comme lieu de souffrance, avec toutes les violences que les corps des femmes ont pu subir, mais aussi le lieu même de l'émergence du rêve, du désir de beauté et de ce que nous pouvons faire de mieux ensemble. Mais on va s'arrêter sur ces belles paroles. Merci beaucoup, mon cher Lionel. Ça s'appelle donc Veilleuse du Calvaire et c'est à paraître chez Actes Sud lors de la prochaine rentrée littéraire. Merci beaucoup. Merci à toi. Ne me demande pas, à moi qui ne crois ni au Dieu ni au diable, pourquoi je ne meurs pas. J'ai tout vu. Les prétendus chasseurs, les premiers lotissements, la grande vérole, la petite vérole, la famine, l'occupation, les séismes, la dictature, l'exode, le délabrement. Je parle les langues de tous ces âges. De toutes les colères et toutes les révoltes, j'ai manié toutes les armes, le rire, la parole, le poignard, l'esquive, le fusil. J'ai souffert toutes les défaites, relancé tous les combats, accompagné tous les élans. Qui m'a prise pour un fantôme, une madone, un esprit, tantôt bienfaisant, tantôt malfaisant, s'est trompé. Je peux te dire, je suis une fille qui aimait la pluie et la vie et qui ne comprend rien à sa propre durée, sinon qu'elle arrive à son terme. J'ai fait mon temps, bientôt une autre parlera. C'est toujours une surprise l'émergence d'une voix depuis un lieu qu'on croyait vide. En attendant, s'il faut un sens à ma présence, s'il faut qu'elle serve à quelque chose, au moins qu'elle te préserve de l'oubli. Tu te demandes qui je suis. Peut-être ne suis-je vivante que dans tes rêves. Je suis ton devoir de mémoire qui a choisi un corps de femme pour qu'il n'y ait dans le récit ni mensonge ni omission. Car nos corps furent ici la matière contre laquelle s'exercèrent les pires violences. Veilleuse, Mantègue, Gala, Marlène, Marine, Victoire, Sirène, Béatrice, Tiphaine. Au passé comme au présent, nos corps portent les marques de toutes les offenses et de tous les dénis, comme ils sont le chemin de toutes les promesses. Veilleuse du calvaire, je suis le savoir de la chair vaincue, jamais défaite. Je suis la feuille sèche qui, de retour à l'arbre, reverdit de vigueur et ne craint plus le vent. Je suis l'indestructible nécessité du cri. C'est mon cri,
Je veux dire les cris qui passent par ma bouche, qui m'ont gardé en vie. Merci Laure pour cet extrait qui nous fait entrer vraiment directement dans la voix de cette veilleuse et dans le texte de Lionel Trouillot. On va passer tout de suite au livre de Clara Arnaud. Clara, je vous en prie, je vous invite à me rejoindre sur scène. Bienvenue parmi nous donc pour présenter avec vous ce nouveau roman qui s'intitule « Et vous passerez comme des vents fous ». Là aussi, les libraires vous connaissent sans doute, et notamment peut-être avec la publication d'un livre précédent qui paraît en Babel en même temps que celui-ci, qui s'intitule « La verticale du fleuve ». Ce livre-là, « Et vous passerez comme des vents fous », est un livre qui s'inscrit là aussi dans une géographie particulière, en Ariège, dans les montagnes pyrénéennes, au moment de la réintroduction de l'ours dans ces montagnes. C'est peut-être ça qui va servir de révélateur dans le livre, et vous le mettez en scène à travers notamment deux personnages. D'une part, le personnage de Gaspard, qui est un berger qui, d'une certaine manière, subit les attaques de l'ours ou la présence de l'ours dans ces montagnes. Et puis de l'autre côté, le personnage d'Alma, qui est éthologue et qui a rejoint comme ça une équipe de scientifiques pour observer cela d'un point de vue presque plus scientifique. Et puis il y a une dernière donnée dont on parlera peut-être dans ce petit temps de conversation, c'est la mise en scène de ce personnage de Jules, un montreur d'ours de la fin du 19e, début 20e, qui est parti à New York comme ça pour faire fortune avec son ours, comme une manière de faire écho finalement aux contemporains. Peut-être nous dire un petit mot de cela. Je dis que la réintroduction de l'ours est une manière de révéler tout un tas d'antagonismes entre les deux personnages, mais pas seulement. Est-ce que vous l'envisagez de cette manière-là? Comment est-ce que vous avez pensé cet ancrage dans ce temps-là? Bonjour. Alors, la réintroduction de l'ours, elle a une trentaine d'années maintenant dans les Pyrénées. C'est une espèce qui avait pratiquement disparu. Il en restait quelques spécimens. Et la réintroduction de quelques individus d'Europe de l'Est a permis à la population de recroître jusqu'à près d'une centaine aujourd'hui, qui sont assez concentrés dans ce territoire de l'Ariège, qui est le plus sauvage des Pyrénées. Et c'est effectivement un sujet qui m'intéressait parce que ce grand mammifère omnivore qui est bien présent dans de nombreuses mythologies, y compris les nôtres, notamment les mythologies pyrénéennes, mais aussi sibériennes, d'Alaska, enfin de différentes zones du monde, est vraiment un animal emblématique de notre relation au monde vivant et au monde sauvage. Et ce qui se passe aujourd'hui, en particulier dans les Pyrénées, c'est-à-dire beaucoup de tensions et de frictions, est emblématique de notre difficulté à coexister. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était cet animal pour lequel nos sociétés, et même les sociétés passées, ont un mélange d'amour-haine, et qui incarne assez bien, je trouve, toutes ces zones de friction entre l'envie de préserver des environnements, des écosystèmes, et la quasi-incapacité qu'on a à le faire collectivement. Oui, les autres frictions, on pourrait dire qu'elles sont portées sur la manière d'habiter la montagne, d'une certaine façon. Il y a un rapport à la montagne qui est celui de Gaspard, qui est celui des autres bergers. Et puis, il y a une autre façon de l'envisager. Le rapport à la prédation, il est aussi lié à la question de l'environnement et à la question de la montagne, qui est le lieu de ce roman. Est-ce que là aussi, c'est une manière d'envisager un autre type de friction ou une continuation ? Alors la question de la montagne et des manières de l'habiter, c'est évidemment une chose qui était centrale dans ce texte. J'ai voulu un petit peu, j'ai beaucoup lu de littérature de montagne, je fréquente la montagne dans différentes régions du monde depuis longtemps, je vis en Ariège désormais, donc c'est vraiment mon environnement. Et j'ai beaucoup lu, comme un peu tout le monde, des récits alpinistiques où la montagne, enfin, c'est un lieu d'exploit, c'est un lieu où soit cet être presque divinisé, soit c'est la montagne hostile qui va nous avaler. Et puis sinon, on a une littérature un peu plus bucolique. Et moi, j'avais envie de trouver un autre espace, un espace littéraire autre, qui soit de raconter plein de manières d'habiter la montagne, les humains, les non-humains, ceux qui par les animaux domestiques, notamment le berger, se retrouvent un peu à la lisière entre le monde sauvage et le monde des hommes. Ceux qui, en tant que scientifiques, ont un regard marqué par peut-être une plus grande rationalité, sans occulter la dimension mystique que revêt pour chacun d'entre eux quand même cet environnement-là.
Alors il faut qu'on parle de Jules, je disais, ce personnage qui finalement ramène un siècle en arrière ou presque. Comment est-ce que vous l'envisagez? D'ailleurs, il ouvre le livre, il y a une scène extrêmement forte au tout début du livre, mais qu'on ne va pas dévoiler ici, mais il y a évidemment quelque chose de très fort. Il est un personnage principal du livre, il est en décalage temporel, et en même temps, il pose vraiment la question du rapport au double, à la question de la prédation et à la question de l'affection. Comment est-ce que vous l'envisagez? Pourquoi est-ce que vous avez rapporté cette dimension-là? Et le personnage de Jules, c'est une manière d'écho, de résonance à l'histoire contemporaine? Oui, alors c'est un peu d'ailleurs le point de départ du texte. C'est notamment une carte postale qui est reproduite dans le livre au début, où l'on voit un montreur d'ours de la fin du 19e siècle, ariégeois, debout avec son ours, lui également debout, et où il y a une très grande ambivalence dans cette photo entre l'admiration, ou la fierté du moins, que semble avoir ce jeune gars d'être avec cette bête si puissante. Ils font la même taille, ils ont à peu près la même stature. Et c'est là où je commençais à m'intéresser à ces histoires de montreurs d'ours d'Ariège. Je ne connaissais pas du tout, j'ai aucun rapport familial avec l'Ariège, j'y suis arrivée par hasard. Et je me suis rendu compte qu'il y avait eu toute une génération d'Ariégeois, de 2-3 vallées en particulier, qui entre les années 1880 et 1914, jusqu'à la Grande Guerre, étaient partis. Pour certains, jusqu'en Amérique latine, jusqu'en Australie. On a des traces de récits en Tasmanie. Alors certains allaient beaucoup moins loin. Ils étaient colporteurs. À l'époque, les gens mouraient un peu de faim dans ces vallées. Et imitant certains tziganes, ils ont voulu gagner leur croûte avec ce qu'on appelait des ours dansants. Et je trouvais que cette histoire était extrêmement saisissante parce que, encore une fois, elle caractérisait bien l'ambivalence de la relation avec l'ours, qui est à la fois un frère et un ennemi, que l'on adule et que l'on maltraite. Donc des histoires marquées par ce lien-là. Dernière question très rapidement, parce que ce roman porte un magnifique titre, et vous passerez comme des vents fous, qui fait référence à un texte, à un poème du poète arménien Ouanes Shiraz. Peut-être nous dire un tout petit mot de cela, de la référence, de l'ancrage et de la façon dont vous êtes arrivé à ce très beau titre. Et puis ensuite, on entendra un petit extrait de votre livre. Alors ce titre, c'est en effet l'extrait d'un poème arménien qui parle de la montagne, qui évoque la montagne comme un lieu refuge, un lieu qui nous survit. Il y a un peu une double nécessité qui a fait que ça s'est imposé comme le titre du livre. D'une part, ce poème, c'est un ami berger qui a été très important dans l'écriture de ce texte, un vieux monsieur qui me l'a apporté un jour, qui l'avait recopié manuscrit. Il m'a dit: j'ai trouvé ce poème dans un recueil et il est pour toi, c'est ton livre. Et j'ai trouvé qu'effectivement ça résonnait avec le livre. Et d'autre part, j'ai aussi une histoire personnelle avec l'Arménie que j'ai traversée avec un cheval, et le Caucase, c'est un peu l'autre montagne de mon espace mythologique avec les Pyrénées. Donc c'était aussi une manière de rendre hommage à ces poètes et à ces bergers du Caucase. Je vous propose d'entendre tout de suite un extrait de votre texte, justement autour de la fameuse ours, la Negra. Elle se concentre, et à force de scruter la montagne sans bouger, ses jambes fourmillent. Elle songe à se déplier, entreprend un mouvement délicat pour se mettre d'aplomb, quand tout à coup ça bouge, au niveau de la crête. Une tête, petite, l'ourson, bien sûr. Elle se rassoit et, oubliant l'engourdissement, contemple l'apparition. C'est la première fois depuis le début du mois de juillet qu'elle le revoit vraiment. L'ours, qui a surgi de l'autre versant, déambule désormais dans les éboulis, le petit à sa suite, qui joue avec une pierre à défaut de partenaire. Il s'arrête, alerte minimum. Alma note et consigne dans l'éthogramme qu'elle a attrapé en hâte, mais déjà l'ourson repart, déplacement, puis s'arrête au pied d'une dalle lisse, le long de laquelle coule un filet d'eau qu'il lappe. La mère, elle, fouine sous les rochers, gratte la terre, porte à sa bouche de probables larves d'un geste délicat. Alma n'en perd pas une miette. Alimentation. Et le petit imite la mère, qui bientôt semble se poster en vigie. Flairer quelque chose? Le vent aurait-il porté son odeur jusque-là? Alma suce son index et le place en l'air. La maigre brise ne peut pas amener ses effluves jusqu'à l'ours, mais peut-être y a-t-il des randonneurs
Vraiment? Dans ce secteur escarpé? Ou le berger pas loin, une sonnaille parvenue aux oreilles de la négra? Les ours cheminent et se restaurent sur le flanc qu'elles contemplent, recevant leur présence comme un cadeau, ne sentant plus ses genoux torturés par l'immobilité, ni l'humidité qui a imprégné ses vêtements, ses fesses mouillées, la fatigue de la nuit trop brève, elle est absorbée par cette rencontre. Et bientôt, l'ours et le petit battent en retraite, se dirigent vers l'estive plus bas ou dans les bois, difficile à dire. Elle regarde sa montre, arrête le chronomètre qu'elle a déclenché au début de l'observation. 38 minutes et 14 secondes de partage. Et elle reste immobile, encore, sans oser troubler le silence de la montagne. Elle est revenue. Voilà, murmure-t-elle. Elle s'est laissée revoir. Enfin. Arnaud, et vous passerez comme des vents fous. Elle n'avait encore rien dit. Et le silence entre nous ressemblait à celui qui escorte l'arrivée dans une ville inconnue, quand tout alentour nous intime de ne pas continuer, de rebrousser chemin. Au dehors, l'hiver était là, la nuit de février, froide, solidement froide, déchirant la lumière, coupant aux lèvres et canonnant de gel les carreaux. Et c'était comme si je n'avais pas vu venir la nouvelle saison. Comme si la végétation en avait été saisie et les êtres coupés en deux et réassemblés pour former des monstres. Et le cours du sang interrompu et les arbres dénudés. Elle ne disait rien. Elle s'était contentée de me rejoindre à la petite table de marbre et j'évitais son regard, cherchant à apercevoir en vain par la fenêtre un de ces drames de la rue susceptibles de me distraire un instant de la panique qui montait. J'ai attendu qu'elle parle. Il me semblait que, détaché de l'obscurité, un bloc de glace avait lentement dérivé jusqu'à nous séparer, déformant les images et les sons d'elle qui auraient pu me parvenir, dissiper les malentendus et permettre de nous réconcilier. Rien n'avait été dit, mais tout était dit, sans doute. Et il était revenu aux étoiles comme cousu au hasard sur une très ancienne tenture de jet, de m'expliquer pourquoi, cette nuit de 2002, Réa avait décidé de me quitter. Merci Christophe. Je vais demander à Loïc Merle de me rejoindre sur scène. Bonjour à vous, mon cher Loïc, installez-vous. Très heureux de vous retrouver donc pour ce nouveau livre, Province de la nuit, dont on vient d'entendre un extrait, auteur de 3 romans déjà chez Actes Sud, notamment L'Esprit de l'ivresse, Seul, invaincu et La vie aveugle, les 3 livres que vous aviez publiés avant. On vient d'entendre là un extrait de l'histoire entre Réa et Ismaël, qui est l'histoire d'amour qui court tout au long de ce livre-là. Un livre donc qui court de manière chronologique, de 97 à 2015, de leur rencontre dans une ville de province, à leur montée à Paris, les années fiévreuses d'amour, puis la séparation, et puis surtout le moment qui va marquer à la fois leur vie et peut-être une génération, qui est cette nuit du 13 novembre 2015, l'attentat du Stade de France, du Bataclan et des terrasses. Un livre qui pose donc la question de l'époque, qui pose la question de la violence et qui, on va le voir, ouvre aussi des strates un peu plus larges sur la violence parisienne au fil des siècles. Mais peut-être parler de ce point de départ, de l'histoire d'amour en filigrane et de ce qui est finalement une éducation sentimentale, amoureuse et politique d'une certaine manière, puisque c'est aussi lié. Peut-être que vous pouvez nous dire un mot de cela, puisqu'il me semble que c'est le fil rouge du livre.
Alors, oui, bonjour à tous. Le fil rouge du livre, c'est l'histoire d'amour, effectivement, mais une histoire d'amour un peu paradoxale, parce qu'elle commence par sa fin. On a quelques flashbacks au début du roman sur cet amour entre Réa et Ismaël, mais dès le début du roman, donc c'est l'extrait qu'on a entendu, ça s'ouvre vraiment par une rupture, quoi, le roman. Et moi, mon idée, c'était vraiment d'examiner chez ces deux personnages quel effet, quelle influence allait avoir ce plus bel amour, ce premier amour, sur leur vie après. Donc vous parliez de 1997 à 2015, on suit ces deux personnages, et puis après même, avec cette idée que ce premier amour a vraiment déterminé une grande part de leur identité. Alors pour leur bonheur ou pour leur malheur, parce que comme il y a une rupture qui a été provoquée par Réa, par la fille, Ismaël de son côté, il essaie un peu de sortir de ça, de cette identité, de cette histoire, mais il n'arrive pas trop à s'en dépêtrer. Il va être percuté par autre chose, Ismaël. Il y a évidemment, je le disais, cette nuit du 13 novembre que vous décrivez d'ailleurs avec plusieurs focales. C'est une des particularités du livre. Vous écrivez à un moment donné que c'est une blessure profonde qui provoque une tristesse infinie. Il y a l'idée de la blessure intime et puis peut-être l'idée de la blessure d'une génération entière. Est-ce que c'est ainsi que vous l'avez envisagé ? C'est l'effet que ça m'a fait, moi, personnellement. C'est-à-dire que... En fait, moi, alors il y a cette histoire d'amour que je voulais vraiment examiner sous cet angle-là, mais le deuxième axe, c'était vraiment... d'ailleurs, les deux n'ont pas forcément à voir au début, mais c'est vraiment ce 13 novembre 2015, cette nuit-là. Je sais pas, ça m'a fait un tel choc à moi, personnellement, intimement, que j'ai voulu... essayer de comprendre pourquoi ça m'avait mis dans cet état-là, alors que j'étais pas à Paris à ce moment-là, même si j'avais des proches qui habitaient rue Bichat à ce moment-là. Mais examiner ce choc et je me suis assez vite rendu compte qu'il fallait pas l'examiner frontalement. Vous parliez de plusieurs focales, effectivement. C'était assez vite, ça s'est apparenté à un trou noir, en fait, cet événement pour moi. C'est-à-dire que d'ailleurs, il s'en est pas. Si on regarde un petit peu les réactions, même s'il y a eu un travail journalistique très important fait du fait qu'il y a eu le procès récemment aussi des auteurs qui restaient, il y a eu un travail de fait, mais finalement, on n'en disait pas grand-chose. Comme tous ces événements où le 13 novembre, le 11 septembre, il y a une date qui s'impose à nous avec des majuscules. Et puis après, on essaie de passer à autre chose. Mais bon, moi, je voulais essayer d'aller voir un petit peu derrière, mais pas frontalement. D'où les multiples focales, parce que c'était une sorte de trou noir pour moi. J'ai essayé de pas me laisser aspirer par le truc, et voilà. Et en effet, il y a tout un tas de regards qui sont portés, et surtout l'obsession d'Ismaël à un moment donné de reconstituer, d'arriver à mettre en place les mécanismes, le réel, le détail, la manière dont tout cela a fonctionné. On parlait d'archivage tout à l'heure, de consigner. Il y a vraiment cette dimension-là, notamment dans le roman, dans votre approche. Archiver, je sais pas, parce que pareil, l'association du 13 novembre fait un travail formidable à ce propos, en recueillant énormément, sous la conduite d'historiens formidables aussi, qui recueillent beaucoup de témoignages, tous les témoignages possibles, les sons, les vidéos, etc., qui font vraiment un travail remarquable d'archivage à ce point de vue-là. Il y a eu un travail journalistique. Le travail de la littérature, je suis pas sûr que ça soit d'archiver, mais c'est d'essayer... Pareil, en tournant autour, en essayant divers points de vue, en s'en rapprochant, en s'en éloignant, en essayant divers focales, et puis à travers la fiction aussi, parce que même si j'essaie d'être vraiment le plus exact possible sur cette date et sur ces événements, dans les noms de personnes, dans le nombre de morts, etc., il y a aussi une part de fiction. Et je trouvais qu'être à la lisière vraiment sur cette ligne de crête entre la fiction et quelque chose qui serait plus je ne sais pas comment on appelle ça aujourd'hui, du roman journalisme, c'était vraiment le point où il fallait se situer pour aborder cet événement-là dans un roman, dans la littérature, pardon.
Encore une petite chose, j'ai évoqué presque ces trappes temporelles. Au fil de la géographie, il y a de l'histoire qui vient percuter la narration. On revient à la Commune, on revient au Front populaire, on revient à l'époque de l'affaire Dreyfus, au Paris de Verlaine. C'est aussi une sorte de déambulation géographique qui convoque l'histoire, qui convoque des strates temporelles et qui donne à voir aussi, alors je ne sais pas si on doit dire la violence au fil des siècles ou la manière dont la ville de Paris, vous écrivez qu'elle est à la fois le phare de la civilisation et une gigantesque nécropole. Il y a aussi cette idée-là, finalement, des strates temporelles qui viennent s'agréger au fil narratif. Et oui, parce que, évidemment, dans le fil de tous les jours, c'est pas quelque chose qu'on a à l'idée quand on se balade à Paris, même si on visite, on voit les beaux monuments et les belles rues, mais le 13 novembre, c'est aussi quelque chose qui... Alors c'est un peu peut-être polémique de dire ça, mais c'est quelque chose qui nous sort de notre vie quotidienne. Et nous sortant de notre vie quotidienne, tout d'un coup, on s'aperçoit que effectivement, on marche dans une vaste nécropole. Alors c'est pas toujours. La ville a une mémoire, nous on a une mémoire et surtout une histoire. Comme l'histoire vient nous percuter. Et devient intime tout d'un coup, notamment avec le 13 novembre, mais ça peut être dans le livre, il y a d'autres événements qui se passent et qui sont relatés de manière intime. D'un coup, on se rend compte de toute cette mémoire qui est là, délaissée, mais qui ressurgit à des moments par des biais insoupçonnés. Le 13 novembre, évidemment, c'était tout à fait surprenant et insoupçonné. Bon, il y a d'autres événements comme ça. La Commune aussi, je ne pense pas qu'on aurait pu... attendre ça, c'est des surgissements comme ça de l'histoire et qui sont importants de relater parce que, bon voilà, on parle beaucoup de société sans mémoire aujourd'hui, où on va de plus en plus vite, et bon, c'est important de s'arrêter. Moi, en tout cas, ce roman, pour moi, ça a été l'occasion de me retourner sur toute la période que vous disiez, de 97 à 2015 et après, mais aussi sur des lieux qui convoquent l'histoire, quoi. Alors la Commune, le Front populaire... et dont on doit parler parce que au-delà moi je suis très fan des coïncidences troublantes dans la vie, c'est-à-dire des dates qui s'entremêlent ou des hasards qu'on retrouve sur divers événements dans l'histoire. Donc voilà, je suis très fan de ça, mais voilà, je pense qu'il faut être sensible à ces surgissements. Roman d'époque, donc roman d'amour et roman littéraire, puisqu'il y a aussi beaucoup de choses qui viennent ancrer la quête d'Ismaël, Don DeLillo, Foster Wallace et bien d'autres, Fitzgerald notamment, avec cette très belle phrase sur les rêves. Ça s'appelle Province de la nuit et c'est signé Loïc Merle. Merci beaucoup mon cher Loïc. Merci beaucoup. Et nous allons conclure cette matinée de présentation avec monsieur Mathias Hénard, que je vois au premier rang. Bienvenue à vous, mon cher Mathias. Très heureux de vous retrouver. Merci d'être là. Moi-même, très, très heureux. Bonjour à toutes et à tous. Mathias, que vous connaissez évidemment, auteur de nombreux livres, de 7 romans aux éditions Actes Sud, Zone, Boussole, prix Goncourt en 2015, plus récemment le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs. Vous publiez donc ce livre-là qui s'intitule Déserté, qui porte en lui plusieurs temporalités. Je vais les décrire rapidement et puis on va bien sûr rentrer dans le vif du sujet. Il y a d'abord la temporalité de 2001 avec la mise en scène d'un colloque consacré à un personnage fictif mais très construit qui s'appelle Paul Eudebert. Ce colloque a lieu en 2001. Il est percuté par l'accident ou par l'attentat plus précisément new-yorkais autour des Twin Towers. Il y a une autre temporalité qui est 20 ans plus tard, 2021, au moment de l'invasion russe en Ukraine, avec le personnage d'Irina qui est la fille de Paul Eudebert et de Maya dont on découvre l'histoire d'amour. Donc ça c'est 2021. Et puis il y a une troisième temporalité qui est finalement intemporelle, qui est ce soldat que l'on découvre en train de déserter, qui fuit vers le nord pour essayer de regagner la frontière. Peut-être nous dire un mot d'abord de cela. J'évoque les différentes temporalités. J'ai cru comprendre, puisque vous m'avez déjà parlé pas mal de fois de votre travail, que ce Paul Eudebert, que la biofictive de Eudebert existait et que évidemment ce qui s'est produit en Ukraine a peut-être modifié le cours du livre. Peut-être on peut commencer par là. Oui, on peut commencer par là. Alors c'est vrai que mon intérêt pour ce mathématicien Paul Eudebert est très lié, comme vous l'avez dit, à une histoire de temps et de se dire comment est-ce que je peux, d'une façon extrêmement simple, comme on ferait
un dessin, raconter comment est-ce que le XXe siècle nous a amenés au XXIe, très simplement. Et ce personnage, Paul Hodeberg, qui naît, mettons, à peu près à la fin de la Première Guerre mondiale, dont la vie va traverser le siècle, si on la raconte depuis aujourd'hui, elle nous permet justement de tirer jusqu'à nous le XXe siècle. Un XXe siècle vu depuis l'Allemagne de l'Est, en partie, pour sa deuxième moitié en tout cas. Un XXe siècle de violence, mais aussi d'utopie. Un XXe siècle vu depuis quelqu'un qui non seulement construit des utopies mathématiques, c'est-à-dire des endroits qui n'existent que dans les formules, les nombres et les dessins, mais aussi des utopies politiques, puisque Paul Hodeberg est un communiste fervent qui participe à la construction de l'Allemagne de l'Est. Donc tout d'abord, c'était ça. Essayer de voir comment, très simplement, on peut raconter le XXe siècle en partant depuis un point, comme le ferait un mathématicien, qui serait justement ce 11 septembre 2001, où tout s'achève et tout recommence dans la destruction des tours. Et donc ce colloque, ces gens qui sont en train d'évoquer la vie et l'œuvre d'un mathématicien extrêmement important, est frappé de plein fouet par ces avions qui s'abattent sur les tours à des milliers de kilomètres de là, comme beaucoup de choses, ce fameux 11 septembre. Et bien sûr, évoquer le 11 septembre, même si c'est juste depuis l'Europe, c'est nommer aussi beaucoup d'autres choses. Et puis, le livre lui-même a été frappé, comme moi, par le retour de toutes ces problématiques liées au XXe siècle, ces histoires et ces récits, au moment de l'invasion de l'Ukraine. Et puisque je pensais le roman comme justement un ensemble de fuites, d'utopies, de fugues, cette figure du déserteur, c'est-à-dire celui qui va essayer de se défaire de la guerre, d'en sortir, si c'est possible, m'est apparu comme étant le contrepoint, pour prendre une métaphore peut-être plus musicale que mathématique, idéal à ces récits. Et donc, comme dans une fugue, vous savez qu'on a un premier thème, et puis un second va apparaître, et les deux vont se mélanger dans les mains, sur les pouces, pour en construire un ensemble qui raconte, je pense très simplement, c'était un peu l'objectif le plus simplement possible, ce qui a été notre histoire dans les derniers 150 ans. Vous avez tout dit, Mathias. Non, on va quand même redire un mot. Évidemment, je plaisante de ce soldat parce qu'il y a quelque chose de très beau là-dedans. En fuyant vers le nord, il se trouve qu'il retrouve des paysages de l'enfance et notamment un lieu, une cabane dans laquelle il passait du temps enfant. Et en fait, ce personnage-là, il est à la fois en fuite de la guerre, en espérant trouver un autre lieu, et il fuit aussi ce qu'il a fait, il fuit sa propre violence. C'est évidemment une allégorie aussi de la résurgence de la violence que vous évoquez à travers ces différents événements. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a une possibilité d'échapper à la guerre ? Est-ce qu'en réalité, ce que nous dit le conflit en Ukraine, cette guerre de nouveau en Europe, ça pose cette vraie question, est-ce qu'on peut s'en défaire ? Et on entend des espèces d'éternels qui reviennent, notre rapport aux animaux, notre rapport à l'espèce, à la montagne, à la violence en général, à la mer. Et qu'est-ce que nous pouvons, sur le plan individuel, vis-à-vis de ça ? Et ce personnage, il prend une décision que personne ne prend, qui est que il va tout laisser tomber, il va partir vers le nord. Et puis là, il croise son enfance, il croise aussi quelqu'un d'autre. Et chaque seconde va lui demander de se rappeler son choix. Et c'est à ce quoi nous sommes tous confrontés au quotidien. Voilà, évidemment, je peux penser, oui, c'est très bien, d'autres le feront à ma place. Mais il y a un moment où c'est à moi d'agir. Et là, c'est pas si simple que ça d'abandonner justement la violence du souvenir, la possibilité de l'arme qu'on a avec soi, et pour réellement s'admettre comme on est, nu et simple en fait.
Peut-être dernière chose, c'est aussi un livre qui pose la question, et vous l'avez dit, de la fidélité, de la trahison, de la manière dont on s'inscrit dans cette logique-là. Paul est à la fois fidèle à ses idéaux et fidèle à son amour, qu'est Maya. C'est aussi un livre qui parle de cette dimension-là, me semble-t-il. C'est un livre qui parle de cette question de la fidélité à nos... Justement, est-ce que la fidélité, c'est pas un luxe, finalement? Est-ce que être fidèle, c'est une question que je pose, est-ce que être fidèle à ses opinions n'est pas possible parce que d'autres sont infidèles pour nous? C'est-à-dire afficher la force de sa fidélité. Est-ce que cela n'est pas justement possible parce que tout autour de nous organise l'infidélité dans laquelle nous pouvons, nous, vivre l'illusion de la fidélité? Voilà, c'est juste la question que je pose. Le livre n'y répond, si peut-être un peu quand même, propose des réponses en tout cas. Peut-être une dernière chose, il y a une phrase au début du livre qui dit ceci: tous les fils de l'histoire paraissaient rassemblés dans une main unique. Il me semble que c'est une bonne manière de rappeler aussi que ce livre-là finalement fait écho à des obsessions, à des enjeux. On n'a pas parlé de Sarajevo, qui sont évidemment au cœur de votre travail, de votre œuvre, la main unique. On a l'impression que c'est aussi la vôtre d'une certaine manière. Ah, j'avais pas pensé. Oui, peut-être. Disons qu'il y a dans cette l'indétermination du lieu de cette histoire de déserteur, quelque chose qui me permet de rassembler énormément de ce qu'on pourrait appeler mes obsessions. Effectivement, la Yougoslavie, peut-être la guerre d'Espagne, la Syrie aujourd'hui, bref, tous ces lieux qui ont en commun d'être au bord de la Méditerranée, la violence de guerre, et puis voilà cette question qui est brûlante, qui est celle de l'utopie, qui oui effectivement fait que tout est un peu rassemblé dans ce texte. Je vous propose d'entendre un extrait par Christophe de ce livre donc Déserté, autour du fil narratif du soldat précisément. Le soleil donne en plein sur son dos, sur son torse, sur ses jambes. Ici, tu es un peu dissimulé par l'enfance, caché dans l'enfance. L'enfance parvient à te faire oublier la guerre et la faim. L'enfance rôde, c'est un monstre comme un autre. Tu t'allonges sur la chaleur de la grande pierre plate du seuil. Il réussit à fermer les yeux sans qu'apparaissent des visages torturés aux bouches sanglantes et aux yeux cernés. Ton corps, après l'eau, après le soleil, perd l'odeur électrique de graisse et de sang que la guerre lui a donnée. Haut dans le ciel, les oiseaux et les avions tournent. Ils ne te voient pas. Pourrait-il les atteindre avec le fusil? Il va devoir chasser sa nourriture. Un pigeon, un lapin, un lièvre qu'il fera cuire dans la cheminée. Il était enfant un chasseur patient. Allongé sur le dos, dans le jour, les yeux au ciel, il revoit les longues parties de chasse à l'automne. Son père portait une pauvre escopette à canon unique, vestige, relique, qui faisait un boucan de tous les diables. La guerre a multiplié les armes, les a ensemencées et cultivées, toutes sortes d'armes, avec leurs noms: fusils, carabines, pistolets, revolvers, mitrailleuses, canons, mortiers, obusiers. La guerre, c'est un changement de nombre dans les choses, des noms qui apparaissent, une soudaine vibration dans l'air, un écouvillon en acier, une fiole d'huile minérale, une douleur, une perte, une peur, un contact involontaire avec le monde du projectile et de la blessure, le monde incertain de la douleur, de l'exil et de la perte, le monde atone du kaki, du marron et du gris, le monde sauge de la sueur, de l'effroi et du cri. Merci Christophe. Ça me donne l'occasion bien sûr de remercier Christophe Grégoire et Laure Quatrain pour les lectures qui nous ont accompagnés pendant cette matinée. On peut évidemment les applaudir. Et voilà.
Je vais redonner ensuite la parole à Anne-Sylvie, mais on souhaitait terminer avec une sorte de salut théâtral et en même temps une petite photo de famille. Donc je vais demander à Mathias de rester avec moi et je vais rappeler sur scène l'ensemble des écrivains qui nous ont fait l'amitié d'être avec nous ce matin, en commençant par Mouloud Akouche. Voilà, Mouloud avec nous, Georgia Dole, Daniel Faure, Aurélie Lacroix, Clément Camard-Mercier, Yasmine Chamy, Sylvain Coher, Clara Arnaud, Loïc Merle et donc Mathias. Voilà, une sorte de salut de fin, peut-être pour une petite photo de famille, je vous en prie. Voilà, merci à tous. Et grand merci à la régie, à Guillaume Charlet, bien sûr, à Myriam Anderson, à tous ceux qui ont préparé tout ça avec moi. Anne-Sylvie, je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup pour cette fabuleuse aventure de cette rentrée 2023. Merci à tous d'être venus, de vous être prêtés avec autant de grâce à cet exercice. Merci Yann pour à la fois le rythme et la pertinence de chaque remarque. Merci à Laure, merci à Christophe pour leur lecture qui nous ont emmenés effectivement entendre chacun de ces textes. Merci à Myriam d'avoir orchestré toute cette matinée avec tant de ferveur. Je voudrais remercier aussi tous les éditeurs parce qu'ils sont dans la salle, ils ne sont pas sur la scène, mais somme toute, on sait à quel point cette relation auteur-éditeur est aussi mère de création. Donc merci à eux tous de nous offrir ces textes. Et merci aussi à la technique pour Andrea et Mathias pour les caméras qui ont capté toute cette matinée et donc qui nous permettra de la retrouver en divers formats ultérieurement sur tout ce qui s'apparente au digital. Et vous dire aussi que donc nous allons aller déjeuner et on va vous remettre des sacs avec 3 livres à l'intérieur qui sont en fait les 3 derniers sortis de presse. Les autres, vous avez dû les recevoir via les commandes des représentants. Si ce n'est pas le cas, Caroline est là et donc vous pourrez passer par elle pour éventuellement compléter ces commandes dans un deuxième temps. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et donc, je vous invite à passer à l'étage. Merci encore.